Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié au plan France Relance. Alors, avant de commencer, peut-être quelques précisions techniques. Comme vous voyez à l'écran, on vous a précisé que tous les sons de vos micros sont volontairement sont désactivés volontairement. Par contre, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions tout au long de la séance avec le petit espace chat réservé sur le côté, réservé là-dessus. On aura un temps dédié pour la prise en compte de vos questions. Super, donc je pense on peut commencer dans ce premier webinaire pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir deux confrères de la Banque des Territoires, Benoît Lepezan et France Jumin, pour vous parler de relance industrielle. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment aujourd'hui la Banque des Territoires et ses partenaires, donc à travers la Caisse des dépôts et son pôle conseil, le groupe 7, peuvent vous accompagner pour la mise en œuvre, la mise en œuvre de projets pour passer à l'action. Alors, comme vous le savez, la Banque du Territoire est un opérateur historique engagé dans le développement économique et l'aménagement des territoires à côté des acteurs locaux. C'est un des principaux partenaires du programme Territoire d'industrie. La requête industrielle est aujourd'hui un sujet très important. C'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui avoir une session dédiée. Mais avant de commencer, je laisserai peut-être la parole à mes invités, à Benoît et à France, de se présenter. Benoît est en caméra. Malheureusement, France n'est qu'en audio avec nous, donc si vous ne le voyez pas de souci. Benoît, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Effectivement, merci Balifra et merci à tous de votre présence. En tout cas, on a souhaité faire ce webinaire parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'effervescence sur France Relance et même sur, de notre côté, notre plan de relance qui s'inscrit dans cette dynamique. Et on a voulu faire un focus sur l'industrie puisque on a packagé un plan de relance industrie entre guillemets d'un montant conséquent. Alors, on va pouvoir le détailler par la suite, mais en tout cas, voilà, ce plan de relance BDT a 4 priorités. L'investissement dans l'immobilier industriel et l'aménagement industriel. On souhaite le renforcer, le renforcement de nos interventions dans tout ce qui est la transition écologique et énergétique, les aspects formation aussi, et en tout cas la volonté d'aller un peu plus loin sur l'identification de nos points faibles, en tout cas sur les chaînes de valeur industrielles et les potentielles relocalisations. Super, merci. En effet, on va rentrer dans tous ces détails-là. Je vais laisser la parole à France se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à tous, je suis chef de projet à la direction des prêts de la Banque des Territoires et j'aurai le plaisir à ce titre d'intervenir dans quelques instants pour vous présenter une nouvelle gamme de prêts qu'on a baptisée Gaïa Territorial et qui est destinée à financer les opérations foncières liées à des projets industriels en reconversion ou en projection. Voilà. Super, merci. En effet, comme le présentait Benoît à l'instant, aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 milliard d'euros qui sont mobilisés par la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires en direction de l'aménagement de l'attractivité industrielle des territoires. Benoît, est-ce que vous pouvez nous repréciser les 4 priorités ou les 4 sujets qui sont couverts par cette enveloppe? Et peut-être aussi nous dire brièvement, comment la Banque des Territoires se positionne sur ces sujets-là et comment elle pourrait s'articuler avec les autres opérateurs de l'État qui peuvent être sur les mêmes missions et sur les mêmes sujets. Oui, effectivement, alors je me suis pas présenté, donc Benoît Lepezan, donc je travaille à la Banque des Territoires dans une équipe qui anime la démarche territoire d'industrie et plus globalement qui essaye de renforcer la thématique industrie dans la Banque des Territoires. Effectivement, donc je voulais lister les 4 priorités. Ces 4 priorités sont issues d'un travail pendant le confinement. On a identifié les besoins de nos clients, qui soient collectivités, EPL, voire privés. Et donc, on a pu remarquer qu'il y a vraiment une demande forte qui existait déjà dans la démarche territoire d'industrie, qui a
qui a commencé en 2019 et sur lequel on a des remontées des territoires, des projets qui sont remontés des territoires. Et donc, on a constaté qu'il y avait besoin de renforcer notre action sur l'immobilier. Par exemple, on a un projet récent qu'on a inauguré, typique, sur lequel on veut donner plus, on veut trouver plus de projets comme ça. C'est un projet en Bourgogne-Franche-Comté et puis c'est intéressant parce que ça va vous montrer aussi la relation qu'on a peut-être avec BPI pour un peu clarifier nos interventions. C'est que sur ce projet en Bourgogne-Franche-Comté, on a une entreprise innovante, Valourec, qui a créé une filiale innovante dans laquelle BPI en fait intervient au niveau corporate de la société et nous on va intervenir au niveau de l'immobilier. Donc on est vraiment sur cette complémentarité-là où tu as une image, BPI est plutôt sur le contenu et nous sur le contenant. Et donc on est pas mal sollicité justement sur ces entreprises qui ont des besoins de immobilier industriel et de plus en plus on arrive à avoir des modèles investisseurs qui fonctionnent et qui sont diffusés. Autre sujet aussi peut-être sur cette thématique aménagement et immobilier, on a beaucoup de demandes des collectivités notamment sur l'intervention des friches. Franz va vous parler d'une possibilité de prêt, mais en tout cas sur l'investissement, on se rend compte que on a des outils intermédiaires comme les fonds Brownfield ou Jinko, mais que on a besoin d'intervenir plus sur cette thématique friche et on a un alignement un peu des planètes aujourd'hui où on se rend compte que avec France Relance, il y a pas mal de subventions qui sont disponibles, que ça soit auprès de l'ADEME ou que ça soit, il y a un appel à projet en ce moment qui est piloté par l'ADEME et un autre qui est piloté par le ministère, où en gros il y a 300 millions d'euros de subventions, des subventions sur les travaux. Bon, vous me direz peut-être 300 millions, c'est pas beaucoup en tout cas sur les travaux, mais c'est quand même présent et ça permet d'avoir des bilans d'opération plus présentables. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez des projets sur ce sujet-là, je pense que c'est l'occasion. Et en plus, on travaille aussi sur des nouvelles offres peut-être à venir sur l'année prochaine pour encore permettre des financements un peu plus faciles aujourd'hui sur des opérations. On a un exemple aussi là-dessus, c'est à Vénissieux où on a un industriel Bosch qui souhaite réduire son emprise industrielle. Et au final, Bosch vient voir la collectivité qui intervient au travers de sa SEM et nous, on est investisseurs aux côtés de la filiale de la SEM qui a été créée pour l'opération. Et donc, en fait, cette emprise Bosch qui était un peu sous-utilisée est réallouée à l'activité industrielle en plus innovante. Donc voilà le type de projet qu'on peut faire et qu'on veut développer encore plus grâce au financement qu'on débloque dans son plan de relance. Alors peut-être sur la deuxième priorité, n'hésitez pas à me couper si je suis même un peu long ou si vous voulez interagir, mais sur la deuxième priorité, effectivement sur la transition énergétique et environnementale, on a aussi pas mal de projets. On voit des sujets émergents comme l'hydrogène. Là, on a un projet à Montpellier avec une SEM montpelliéraine, justement, développement de l'hydrogène pour que les bus montpelliérains utilisent l'hydrogène. Et là aussi, on voit pas mal de développement et nos outils, que ça soit économique ou directement, là, je crois que c'est une SPV qui est constituée avec l'industriel dans lequel est partie prenante la SEM. Mais en tout cas, voilà, on a cette faculté d'investir en fonds propres sur ce type de projet, sur des ENR un peu plus classiques, type panneaux photovoltaïques ou éolien, même si l'éolien en ce moment c'est difficile, mais en tout cas voilà, on a cette faculté. Peut-être en troisième item, quelque chose de un peu plus novateur chez nous, en regardant justement, en faisant cet état des lieux des besoins industriels, on se rend compte que il y a beaucoup, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans l'industrie.
notamment dû au fait que il y a un manque d'attractivité. En tout cas, il y a une perception des métiers industriels qui est encore présente, perception négative, alors qu'au final, on est loin des temps modernes. Et après, par un manque de formation. Donc là, on voulait mettre l'accent sur ça. Et notamment, on a un partenariat avec les écoles de production. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des écoles qui prennent des jeunes plutôt en rupture avec l'enseignement et qui apprennent un métier. Et c'est des écoles qui sont très liées aux industriels. Qui leur permet d'avoir accès à de la main-d'œuvre qualifiée, très localisée à côté de leur entreprise et disponible. Et donc là, par exemple, on a un partenariat qui nous permet d'investir dans ces écoles. Par ailleurs aussi, sur le média industriel, on a travaillé aussi avec l'économie mixte où on a un beau projet sur lequel la CET nous a accompagnés, qui s'appelle Mecatim, où là, on a été identifié un besoin fort de formation sur les métiers du ferroviaire. Et donc a été créé avec le cluster Mecatim un centre de formation. Et donc là, l'économie mixte nous a aidé à financer notamment l'immobilier de formation. Enfin, on a mené une étude pendant le confinement pour voir. Bon, c'est un sujet qui est assez bien appréhendé, je pense aujourd'hui, mais on l'a fait un peu en avance de phase avec un cabinet qui s'appelle Trendéo, voir quelles sont les dépendances qu'on a en fait. On constate que les chaînes de production industrielles sont très globalisées et surtout très fragmentées. Donc on constate que par exemple c'est des sujets qui sont sortis dans la presse, mais que sur les médicaments on est très dépendant sur des médicaments de base d'importation. Mais aussi, on peut être très dépendant sur, pas forcément que sur du volume, mais aussi sur de la valeur. Et donc, on a mené cette étude nationale et on a constaté effectivement que on pouvait avoir un potentiel de relocalisation d'activités industrielles assez fort. Et pour cela, en fait, après avoir fait cette étude nationale, on veut un peu creuser au niveau des territoires, que ce soit au niveau régional, même au niveau de l'EPCI, pour voir quels sont les types de dépendance des industriels et quelles pourraient être les stratégies des collectivités, voire des groupements d'industriels pour réduire ces dépendances et pour avoir peut-être des stratégies de relocalisation. Alors on a mené une étude là-dessus avec le Grand Chalon qui est en train de se finaliser. Donc le Grand Chalon, par exemple, a une stratégie particulière de relocalisation. Et quand on parle de relocalisation, c'est pas forcément le grand projet Greenfield Tesla qui est parti à Berlin, mais c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être aussi des réinternalisations de parties de la chaîne de valeur industrielle. Et on voit plutôt ça. On est en tout cas sur les investissements immobiliers qu'on peut qualifier de relocalisation, c'est généralement une partie de cette chaîne de valeur qui est relocalisée et pas forcément une usine Greenfield sur du terrain agricole qui arrive. Donc voilà un peu nos 4 priorités côté BDT. Super, merci Benoît. Donc, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, il me semble qu'il y avait 2 autres questions. C'était notre comment on s'organise, c'est ça, avec les autres opérateurs? Exactement. Et en fait, aussi de savoir sur ces différentes problématiques, comment vous vous positionnez par rapport aux autres opérateurs qui peuvent être investis sur les mêmes missions. Parce que concrètement, j'imagine que notre audience a besoin de savoir si elles ont un projet qui rentre dans un de ces des 4 dimensions que vous avez mentionnées. Souvent, il y a autour de nous l'ADEME, il y a aussi d'autres opérateurs. Donc, une des questions, c'est de savoir comment vous vous positionnez par rapport à ces opérateurs-là. Et aussi, une deuxième question, peut-être plus opérationnelle aussi, c'est comment on peut prétendre à ces différentes offres que vous proposez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un calendrier spécifique pour y répondre? Ou est-ce qu'il y a une mobilisation au fil de l'eau pour qu'on puisse le préciser le plus possible à nos interlocuteurs?
Oui, effectivement, comme je vous le disais, il y a beaucoup de dispositifs de subventionnement en ce moment avec France Relance. Je vous ai évoqué deux dispositifs concernant les friches. Alors, je pense que votre réseau le sait, mais en tout cas, nous, notre principal mode d'intervention, c'est l'investissement ou les prêts dont va parler France après. Donc, par exemple, sur les deux dispositifs de subventionnement sur les friches, nous, on se positionne comme investisseur. Donc soit on, on crée une société de projet, soit ça peut nous arriver aussi justement quand une SEM repère un projet qui n'est pas forcément dans son PMT, on peut participer à une augmentation de capital. Donc ça, c'est notre moyen d'intervention, en tout cas sur l'investissement. Et donc typiquement, les deux dispositifs de subventionnement vont permettre d'assurer une viabilité économique à des opérations qu'on n'aura pas pu mener sans subventionnement. Donc c'est là où c'est assez complémentaire les outils de France Relance. Il y a beaucoup d'outils de subventionnement et la réglementation en aide d'État due à la crise, enfin a été assouplie notamment à cause de la crise sanitaire ou grâce à la crise sanitaire. Après, là je vous parle d'investissement et de prêt, mais il faut savoir qu'on souhaite vraiment mener, avoir beaucoup de projets sortir. Donc pour ça, en fait, on a une enveloppe de subventionnement quand même sur l'ingénierie en fait. On considère que pour avoir de beaux projets d'investissement ou de prêt, il y a toute une phase préalable d'ingénierie et quelquefois ça peut s'élever, ça peut être assez consommateur d'argent. Donc on est prêt à cofinancer, voire à prendre des études dans certains cas à 100% pour justement affermir ou fiabiliser ces projets. Donc là-dessus aussi, faut pas hésiter à nous solliciter. Et côté interlocuteur, en tout cas, c'est alors si vous avez des projets, etc., n'hésitez pas à me contacter dans la suite du webinaire. Mais en tout cas, on est vraiment décentralisé. Les contacts restent les directions régionales. On a 35 implantations. Et donc, n'hésitez pas, même, enfin, je pense que vous avez dans certaines SEM des administrateurs caisse des dépôts. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, si vous n'y arrivez pas ou si vous n'avez pas forcément le contact, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Super, merci Benoît. Et aussi, n'hésitez pas à nos interlocuteurs, on aura un temps dédié pour vos questions-réponses. Si vous avez des projets très spécifiques ou peut-être sur l'offre que vient de présenter Benoît sur les 4 dimensions, si vous avez des questions plus opérationnelles, plus techniques que vous souhaitez poser, c'est l'occasion, on y répondra dans un troisième temps de votre présentation. Vous avez mentionné aujourd'hui l'apparition d'une nouvelle version de prêt, les prêts Gaïa. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui France Jumin avec nous pour vous le présenter en détail. De ce que j'ai compris, c'est une nouveauté. Donc, on a le plaisir d'avoir France aujourd'hui avec nous pour qu'il nous les présente entièrement et qu'il vous explique de quoi il s'agit et comment vous pouvez les mobiliser. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment une nouveauté puisque ces prêts ne seront lancés que le 10 décembre. Donc, on est même légèrement en amont. L'intervention de la Banque des Territoires en matière de foncier n'est pas récente, hein, elle date de 2005. Et jusque-là, cette intervention était fléchée uniquement vers le foncier qui permettait l'acquisition ou l'aménagement de terrains en vue de construire ultérieurement, au moins en partie, du logement social. Puisqu'il y avait une conditionnalité de 25% des surfaces réservées au logement social. Et de ce fait-là, ça réduisait nos possibilités d'intervenir sur d'autres typologies de fonciers. Et l'actualité nous a incité à nous rapprocher du ministère de l'économie, qui est le ministère qui nous autorise à lancer des prêts, hein, puisque nos prêts sont essentiellement sur fonds d'épargne, puisqu'on centralise une large partie des livrets A, et donc ça nécessite l'autorisation du ministre de l'économie. Et donc il nous a autorisé à lancer une nouvelle gamme de prêts qui est fléchée cette fois-ci vers deux typologies d'opérations.
La première, c'est la relocalisation des industries stratégiques et la seconde, la résorption des friches industrielles. Et donc, on va pouvoir financer les opérations foncières, à savoir l'acquisition du foncier, l'aménagement, mais également simplement l'aménagement sans l'acquisition dans le cas où le foncier appartiendrait déjà à l'emprunteur. Alors, quand je parle des prêts Gaïa territorial, c'est tout simplement parce qu'il y a un prêt qu'on appelle court terme, alors qui va jusqu'à 15 ans, donc c'est du court terme pour la Caisse des dépôts, c'est pas forcément du court terme dans le langage commun, et un prêt long terme avec deux durées différentes selon qu'on est sur l'acquisition du foncier ou les travaux d'aménagement. Donc pour ce qui est du prêt Gaïa territorial court terme, donc, il va être dédié en fait aux opérations pour lesquelles le foncier a vocation à être revendu ensuite après aménagement ou pas, hein. Ça peut être aussi de l'anticipation foncière et ensuite la revente à un aménageur. Mais la destination initiale du prêt, c'est de financer l'acquisition ou l'aménagement de parcelles destinées à être revendues ensuite en vue d'implantation industrielle ou alors en vue de la résorption de friches industrielles. La durée donc du Gaïa territorial court terme est de 15 ans, avec son originalité, c'est qu'il y a un différé d'amortissement qui peut aller jusqu'à 14 ans, qui est fonction évidemment de la durée globale du prêt. L'idée étant, bien entendu, de permettre le remboursement in fine du capital emprunté, puisque, et bien évidemment, c'est le produit de la cession ultérieure des parcelles qui va générer la recette nécessaire au remboursement du prêt. Donc en fait, pendant toute la durée du prêt, vous ne versez périodiquement que les intérêts. Et à la fin, à la fin prévue initialement ou anticipée, on le verra un petit peu après, vous pouvez rembourser l'intégralité du capital en une seule fois lorsque vous cédez le foncier. Le prêt Gaïa territorial long terme, si on peut rester sur la slide précédente, s'il vous plaît, merci. Oui, le prêt Gaïa territorial long terme, lui, son objet est peut-être plus limité, mais il nous paraît utile aussi de l'avoir à disposition. Ça finance exactement les mêmes opérations, simplement, c'est la destination future qui va être un petit peu différente, puisque là, l'idée, c'est de financer du foncier qui, après aménagement ou pas, sera mis à bail, en fait, pour répondre peut-être à des besoins d'industriels qui souhaiteraient s'implanter sur un territoire sans forcément souhaiter acquérir le foncier. Et donc, ça offre une possibilité pour l'emprunteur d'étaler en fait la charge de l'acquisition et des travaux d'aménagement sur une durée très longue, de façon à la rendre assez indolore et de rembourser le prêt via les recettes qu'il va percevoir liées à la mise à bail. Donc là, la durée là est bien entendu beaucoup plus longue. Elle commence à 15 ans, elle peut aller jusqu'à 60 ans pour le financement de la partie acquisition du foncier et sur une durée plus limitée pour la partie qui finance les travaux d'aménagement de 15 à 25 ans. Et là, le différé d'amortissement est plus court, donc il ne permet pas le remboursement in fine puisqu'il est de 5 ans, mais on estime que ce produit-là est plus destiné à des projets qui ne seraient pas des aménagements de zones entières, mais plutôt de l'aménagement d'un terrain bien identifié pour un projet bien identifié et qui de ce fait ne nécessite pas d'avoir un différé d'amortissement très long puisque l'utilisateur final en fait est déjà identifié. Très vite sur les caractéristiques, certaines caractéristiques principales de ces prêts. Donc les conditions financières, on finance sur un taux révisable indexé sur le livret A, majoré de 0,80%. Une des particularités, je vous en parlais tout à l'heure, c'est que en cas de cession anticipée des parcelles, par exemple, vous partez sur un prêt de 12 ans et puis au bout de 6 ans, vous avez des acquéreurs sur une partie du foncier financé. En fait, les parcelles que vous allez céder par anticipation, en fait, vont générer un remboursement du prêt en proportion de ce que représente la parcelle par rapport à la totalité. Et sur cette partie-là, il n'y aura pas d'indemnité de remboursement anticipé, vous rembourserez juste le capital restant dû. Et puis, bien entendu, on peut financer 100% du besoin d'emprunt, c'est-à-dire le montant de l'opération, diminué d'éventuelles subventions ou de fonds propres que vous souhaiteriez apporter à l'opération.
Alors, quels sont les emprunteurs éligibles? Alors, bien entendu, ce sont des emprunteurs que l'on retrouve sur la quasi-totalité de nos prêts. Et en première ligne, les collectivités et leurs groupements, PCI. Bien entendu, les entreprises publiques locales, qu'elles soient SEM, SPL ou CEMOP. Alors, soit si elles n'opèrent pas dans le champ concurrentiel, soit si elles sont titulaires d'un contrat de droit public avec une collectivité locale qui leur permet d'intervenir. Et puis, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers au sens large, qui sont évidemment des acteurs majeurs que vous connaissez bien du foncier. Et une des particularités de ce prêt, c'est qu'il est également ouvert à des personnes morales de droit privé, donc y compris les entreprises publiques locales, mais on l'a déjà vu, qui vont opérer dans le champ concurrentiel et qui vont être détenus majoritairement par des emprunteurs éligibles. On voit parfois des EPF, par exemple, qui s'allient avec d'autres acteurs privés pour créer des filiales qui vont être dédiées à une opération foncière ou à plusieurs opérations foncières. Donc on pourra les financer si, évidemment, les emprunteurs précédemment cités sont majoritaires dans la société créée. Ce qu'on ne retrouvera pas sur les nouveaux prêts Gaïa, ce sont les acteurs spécifiques au logement social, puisque la gamme de prêts fonciers dédiés au logement social continue à exister, et donc il n'y a pas lieu de les intégrer sur ces nouveaux prêts. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des prêts éligibles, donc enfin des projets éligibles. Donc c'est à la fois la résorption de friches industrielles et la relocalisation des industries stratégiques, avec quelques questions qui se posent. Alors moins pour les friches industrielles, puisque on sait ce qu'est une friche industrielle, hein, bien entendu, et donc elle est assez facile à identifier, même si parfois il peut y avoir des cas de figure où il y a une partie industrielle et puis une partie on a eu une interrogation en ce moment sur un projet, par exemple, qui est une friche dans le sud où il y a deux parcelles, en fait, avec une partie qui est vraiment industrielle, qui était occupée par Areva, et une autre partie qui sont des logements, mais qui sont des logements détenus par la même personne morale, mais qui étaient destinés certainement à loger des personnes qui travaillaient sur le site, en fait. Et là, se pose la question de savoir si on peut financer cette partie-là. Donc voilà, donc c'est pas toujours évident, mais enfin voilà, globalement les friches industrielles, on sait les identifier. C'est un peu plus délicat de savoir de quoi on parle quand on parle de relocalisation des industries stratégiques et au-delà de ça, surtout de savoir ce qu'on va pouvoir financer ou pas. L'idée de ces prêts, c'est de permettre aux collectivités notamment d'anticiper des implantations futures d'entreprises et d'avoir une offre en matière foncière immédiatement disponible lorsqu'un projet, un industriel souhaite s'implanter sur le territoire. Le temps de ces entreprises n'est pas forcément compatible avec le temps d'aménager, etc. Donc, il est nécessaire, si vous ne voulez pas rater des implantations, en fait, d'avoir du foncier autant que possible immédiatement disponible ou très rapidement disponible. Et donc, se pose la question en matière de relocalisation d'industrie stratégique, quand vous allez aménager des zones, vous n'allez pas forcément savoir au moment où vous les avez aménagées qui va venir s'implanter précisément. Et on n'a pas voulu non plus limiter l'objet à cette définition très restrictive. L'idée étant plutôt que on veut contribuer essentiellement à la réindustrialisation. Et donc, on sera attentif aux projets futurs et à la connaissance minimum de ce qu'il sera lorsque vous nous solliciterez. Et donc, on a décidé, pour définir les projets de relocalisation d'industrie stratégique, donc d'avoir un œil favorable à tout ce qui est aménagement de zones compatibles avec une activité industrielle, et avec une connaissance, si possible, des futures implantations, d'une partie des futures implantations, de manière à vérifier qu'elles soient bien en cohérence avec les orientations européennes, nationales et avant tout régionales, puisque des priorités en matière industrielle peuvent s'avérer importantes sur certaines régions et moins sur d'autres. Et donc, la part aux régions est vraiment très importante.
Et donc, compte tenu de cette décision, on a également décidé qu'on réserverait le financement via le prêt Gaïa territorial en ce qui concerne la relocalisation des industries stratégiques uniquement, hein, pas pour les friches, uniquement aux projets qui sont situés dans un des 148 territoires d'industrie. Alors, ce sera nécessaire, ce ne sera pas suffisant, puisqu'évidemment, le projet devra avoir une vocation industrielle. Voilà, donc pour cette partie-là. Alors, pour terminer sur les coûts éligibles, c'est important. Je vous ai expliqué qu'on pouvait financer l'acquisition du foncier et les travaux d'aménagement. En matière d'aménagement, on va pouvoir financer un certain nombre de coûts. Le coût de remembrement des parcelles, le coût des études liées au foncier, mais à l'exclusion des études d'aménagement. Donc, ça va être les études de mise en état des sols, les sondages, les études archéologiques, notamment. Les coûts des travaux de dépollution, évidemment, hein, pour les friches industrielles, c'est important, même si elles ne sont pas toujours prises en charge par la collectivité, ça peut être l'industriel. Les coûts des travaux de démolition, on peut financer des terrains acquis avec des bâtiments, bien évidemment, c'est souvent le cas pour les friches, mais à condition, bien sûr, qu'ils aient vocation à être démolis. Des coûts de tout ce qui est travaux de viabilisation, donc les VRD, à l'exception des raccordements aux futurs bâtis, en fait. Hein, par exemple, sur un réseau THD, on va financer l'arrivée sur la zone, en fait, mais pas le raccordement aux différents bâtiments qui seront construits ultérieurement. Et puis également les surcoûts liés aux travaux d'adaptation qui s'avéraient nécessaires pour le sol. Et également, ce n'est pas indiqué ici, mais lorsqu'il y a une étude d'impact environnemental, il y a des mesures compensatoires à prendre et on peut financer aussi ces mesures compensatoires. Et comme je disais, donc on peut financer les travaux d'aménagement quand bien même le foncier n'est pas acquis puisqu'il serait déjà dans le patrimoine de la collectivité notamment ou qu'il serait éventuellement acquis à titre gracieux. Voilà, donc j'aurai l'occasion peut-être de répondre à des questions en fin de réunion si vous en avez. Super, merci France. Ben, justement, on en a reçu quelques-unes et vu qu'on est sur le sujet des prix, peut-être qu'on peut vous les poser directement maintenant pour comme ça on reste dans le vif du sujet. La première question qui a été posée, c'est est-ce que les garanties restent classiques, d'une part, et est-ce que pour vous le prêt Gaïa, est-ce qu'il vous semble adapté pour financer le foncier support, par exemple, d'une pépinière d'entreprise portée par une collectivité? J'ai pas compris la fin de la phrase. Pardon. Vous pouvez... La première question, c'était les garanties restent-elles classiques? Et la deuxième était le prêt Gaïa vous semble-t-il adapté pour financer le foncier support d'une pépinière industrielle portée par une collectivité? Alors, sur les garanties, oui, ça reste les mêmes, hein, puisque c'est là aussi complètement encadré par le ministère de l'économie. Donc, tous les prêts indexés sur livret A doivent être garantis dès lors que ils sont en direction d'un emprunteur qui n'en est pas exonéré. Donc, les collectivités, les établissements publics fonciers d'aménagement en sont exonérés. En revanche, les SEM, les SPL, etc., et les sociétés qui seraient détenues majoritairement, des sociétés de droit privé détenues majoritairement par des emprunteurs éligibles, eux devront présenter une garantie à 100% du prêt. Alors en matière d'aménagement, la garantie de la collectivité peut atteindre 80%, voire 100% dans certains cas, mais sur ces projets-là, je doute qu'il y ait beaucoup de cas où on peut atteindre 100%. Donc ça, c'est pour les garanties. Donc ces garanties, en fait, donc c'est essentiellement les garanties collectivité, et ça peut être complété le cas échéant par une garantie bancaire, voire par une hypothèque, mais il faudra voir au cas par cas. C'est beaucoup plus rare chez nous les garanties hypothécaires. Et la deuxième question, c'est oui, bien entendu, hein, on peut financer du foncier destiné à installer une pépinière d'entreprise, à condition bien sûr que ce soit à vocation industrielle, que ce ne soit pas une pépinière d'entreprise uniquement des bureaux, etc. Voilà. Avec toujours un œil bienveillant, c'est-à-dire qu'on étudiera le projet au cas par cas et quand ce sont des projets mixtes, ben, il faut voir un peu ce qu'on peut faire, mais on regardera. Super, merci beaucoup.
N'hésitez pas, j'espère qu'on a réussi à répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez peut-être d'autres suite à la présentation de France qui vous viennent à l'esprit, de les insérer dans le chat. Donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui était de vous présenter brièvement l'offre de la Banque des Territoires sur le sujet de la relance industrielle. Comme vous le voyez, c'est multithématique. Il y a aussi différents aspects, différentes offres qui sont possibles. Et d'ailleurs, il y a quelques questions qui sont venues là-dessus. Que je vais encore vous poser, surtout poser à Benoît. La première, c'est de savoir, bon, toujours sur les pépinières d'entreprise, la question plus précise était, est-ce que la Banque des Territoires peut-elle contribuer au financement d'une pépinière industrielle sur un site en industrie? Et si oui, selon quelle modalité? Benoît, est-ce que vous voulez revenir là-dessus ou repréciser peut-être en complément de ce que France vient de dire sur l'aspect foncier? Oui, effectivement. Alors, comme France l'a dit, il faut qu'on regarde le projet ensemble, parce que là, sur l'aspect prêt foncier, comme France l'a dit, c'est possible. Et puis après, peut-être que sur l'aspect immobilier, il peut y avoir un modèle investisseur sur lequel on peut être investisseur. Donc oui, c'est des projets qu'on voit, dans lesquels on a déjà investi. On a quelques exemples de ce type de projet. Donc oui, contactez-nous à la fin du webinaire et on pourra regarder si c'est possible ou pas. Mais voilà, oui, c'est des projets sur lesquels on peut intervenir. Super. Une deuxième question aussi concrète sur un projet est-ce que la Banque Territoire peut-elle contribuer au financement d'un réseau de chaleur mutualisé sur un site territoire d'industrie? Alors, en tout cas, oui, sur de l'investissement, on a aussi des projets comme ça où de tête, on avait un réseau de chaleur existant et on a investi dans une société de projet qui s'occupe du raccordement de ce réseau de chaleur existant à un industriel qui avait notamment de la chaleur fatale perdue. Donc voilà, on a cette capacité d'investir dans des réseaux de chaleur. Alors il faut voir le modèle qui est proposé, que ça soit public ou privé, mais en tout cas, on a cette capacité-là et on l'a fait dans certains projets. Et en prêt, les réseaux de chaleur en fait sont éligibles à un autre prêt qui s'appelle le prêt Relance Verte qui vient d'être lancé et qui peut financer les réseaux de chaleur à condition évidemment qu'ils soient portés par des emprunteurs éligibles. Si ce sont des privés, en fait, il faudra voir quel est le montage juridique, puisque dans ce cas-là, on ne pourra intervenir que dans le cadre d'un montage en DSP ou en PPP, en fait. Et sur cette gamme de prêts, en fait, on peut également proposer du taux fixe sur des durées plus courtes qu'habituellement, de 15 à 25 ans. Sur ressources de la Banque européenne d'investissement en fait. Et sinon, le prix classique en livret A va jusqu'à 60 ans. Merci. Autre question posée aujourd'hui, est-ce que la Banque des Territoires peut contribuer au financement d'une étude d'opportunité sur la pertinence d'une plateforme ferroutage mutualisée sur un site territoire d'industrie? Oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet. En tout cas, j'en ai vu une demande récente, justement, où il y avait un besoin industriel d'études de la pertinence justement du recours au transport ferroviaire. Donc oui, c'est typiquement le genre d'études où on peut cofinancer et là on peut voir si c'est pertinent et si in fine ça permet d'améliorer la performance industrielle. Donc ça, il y a pas de souci a priori. Enfin voilà, comme l'a dit Franz, généralement on regarde au cas par cas, mais a priori comme ça, moi ça me pose pas de problème. Donc ce qu'on peut-être sur l'ingénierie, ce qu'on fait en fait, c'est donc on est très rarement maître d'ouvrage. Donc ce qu'on demande, c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage d'une collectivité, voire d'un industriel ou d'un groupement d'industriels,
Donc on apporte un cofinancement de généralement 50% de l'étude, mais ça peut être moins en fonction du tour de table et des montants, justement qui nous permet de fiabiliser encore une fois des projets ou d'avancer un peu sur des stratégies territoriales industrielles. Et d'ailleurs, là-dessus, aujourd'hui, la SET et le groupe SET, la SET et ses filiales, a renforcé son expertise pour pouvoir accompagner les collectivités en ingénierie sur tous les volets, que ce soit de la stratégie territoriale avec la définition de stratégie de développement économique, recensement de filières, voire même compléter cette réflexion de savoir quelle chaîne de production il faut attirer sur le territoire, jusqu'à la partie plus opérationnelle d'appui au montage de projets avec de l'ingénierie financière et de l'apport juridique, mais aussi le volet aménagement où le groupe 7, que ce sera 7 en direct et ses filiales, c'est-à-dire Even, on peut participer à des réflexions sur l'aménagement de sites industriels, de zones d'études économiques, que ce soit sur la programmation, voire même sur l'aménagement urbain et les infrastructures à développer. Et justement, là-dessus, il y a une question qui est posée. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, selon vous, à l'échelle nationale, un recensement des industriels exerçant dans une filière stratégique et qui rechercherait un foncier ou un immobilier existant? Est-ce qu'il y a ce travail-là de consolidation de la demande pour ensuite accompagner les collectivités à pouvoir matcher en fait entre l'offre et la demande? Alors, il y a un travail, une première fois, qui a été fait fin d'année 2019 avec des annonces en janvier d'un dispositif de l'État qui s'appelle les sites clés en main, où la promesse de l'État, c'était de dire sur certains sites clés en main pour attirer les investisseurs. Alors là, au départ, c'était sur les investisseurs étrangers, donc le but, c'était d'avoir des sites très importants. Justement, peut-être, on en a parlé. Non, je n'en ai pas parlé, j'en ai parlé dans une réunion précédente, mais je pense que le fait que Tesla préfère Berlin à la France, je pense que ça a un peu traumatisé certaines personnes. En tout cas, on s'est rendu compte que on avait peut-être un manque en France, c'était d'avoir des sites clés en main, en tout cas des zones potentiellement aménageables rapidement. Donc la promesse de l'État, c'est de dire anticipons les procédures réglementaires en termes d'aménagement, d'environnement, des archéologiques. Et donc, mettons les DREA, le DRAC sur des zones qui pourraient être aménagées et anticipons ces passages réglementaires pour avoir des sites aménageables entre guillemets sous 6 mois. Donc, il y a eu des premières annonces en janvier sur 8 sites. Et il y a eu une deuxième phase d'annonce, c'était à la rentrée, je crois, il me semble, je ne me rappelle plus exactement la date, sur des sites un peu plus petits, où justement l'État s'engage à anticiper ces démarches réglementaires. Et je pense que donc tout ça est piloté au niveau local par les DREA, les DRAC, et la promotion auprès des investisseurs, en tout cas les investisseurs étrangers, est organisée par Business France. Et tout ça est censé être pérenne, c'est-à-dire que de plus en plus, je pense que on va avoir cet objectif-là. Récemment, la région Île-de-France a listé elle-même, avec les services de l'État, 26 nouveaux sites clés en main. Et nous, on s'est engagé à accompagner en ingénierie 2 sites clés en main par région, justement pour défricher un peu ce sujet-là et faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs. Donc là pareil, enfin si vous avez des collectivités ou même si vous posez des questions sur des stratégies d'aménagement ou comment on peut attirer des investisseurs, alors pas forcément sur de la com, mais vraiment sur de la stratégie d'aménagement, on a cette capacité de financer de l'ingénierie et l'asset comme il a été dit, d'accompagner de façon sur l'ingénierie aussi.
Oui, clairement, sur cette question de relocalisation d'activités industrielles, on a réussi aujourd'hui avec des partenaires à monter toute une offre qui couvre vraiment toute la chaîne de valeur de l'attractivité, pardon, de l'accompagnement à la relocalisation d'activités industrielles, que ce soit françaises ou étrangères, en vraiment passant par tous les volets, c'est-à-dire accompagner les collectivités à développer leur offre de services, pas juste dans la communication, mais vraiment dans quelle stratégie de ciblage, à qui on adresse et comment on fait pour comprendre les entreprises et leurs besoins, mais aussi en les aidant sur le développement de l'offre locale, que ce soit l'aménagement de sites dédiés, voire même la réflexion autour des procédures administratives à avoir. Et ensuite, un accompagnement au jour le jour. Une fois qu'un projet est engagé, on est en capacité d'aider les collectivités et les investisseurs à réfléchir ensemble sur quel projet on implante, comment aujourd'hui, comment les restrictions locales, en tout cas l'offre française peut impacter le projet de l'investisseur pour vraiment sécuriser son implantation et son arrivée en France. Donc, comme l'a dit Benoît en introduction, il y a vraiment un alignement de planète aujourd'hui en ce moment pour faire en sorte que il y ait une simplification, en tout cas un travail assez fourni sur toute l'offre de services qu'on peut trouver, que ce soit au niveau national ou local, pour aller vers la concrétisation de ces projets industriels. Je vois qu'il est 12h19. Il nous reste peut-être d'autres petites questions à prendre. France, il y a une nouvelle question sur les prêts. Est-ce que ce prêt pourrait-il servir dans le cas où un site industriel ne trouve pas repreneur et risquerait de devenir une friche? Et en complément, la personne demande quelle est votre définition de la friche? Bon, c'est une question assez vague, mais peut-être que vous pouvez apporter quelques éléments de réponse dans les minutes qui nous restent. Alors, la définition de la friche, si je ne me trompe pas, c'est simplement de dire que c'est un terrain dans lequel s'est exercée une activité industrielle qui a cessé d'exister et donc un terrain sur lequel il y a des installations qui ne sont plus utilisées et qui souvent empêchent une nouvelle activité parce que elle appartient toujours, le terrain appartient toujours à l'ancienne industrielle, etc. Et l'idée, c'est de libérer du foncier. Alors, pour répondre plus précisément à la question, alors il faudra vraiment étudier le projet plus précisément, mais de ce que je comprends, il y a toujours une activité industrielle, c'est ça, et éventuellement, il faudrait peut-être, enfin, si elle est pas, cette activité-là n'est plus pérenne parce qu'il n'y a pas de repreneur, en fait, ça va devenir une friche. Alors, il faudrait que le foncier soit acquis par un opérateur éligible, une collectivité, une SEM, etc. Mais dans ce cas-là, l'idée, ce serait qu'il continue à louer le terrain, à le mettre à disposition de l'entreprise existante. Donc, on n'est pas vraiment dans le cadre d'une friche telle que je l'imagine. Après, voilà, on peut regarder quand même le sujet parce que parfois ça peut nous arriver de déroger un petit peu aux règles dès l'instant qu'on reste dans l'esprit du prêt mis en place. Bon, là, j'aurais quelques réserves, mais on peut regarder. Très bien, merci. Dans tous les cas, je vais remettre à l'écran à la fin nos coordonnées pour toutes les personnes qui ont des questions plus précises, comme ça elles pourront vous contacter. Et sinon, il y a toujours vos interlocuteurs qui sont dédiés dans les directions régionales de la Banque des Territoires qui pourront aussi répondre à vos questions. Une dernière question qui vous a été posée, c'est en complément sur le précédent sur le réseau de chaleur. Peut-on savoir un peu plus sur l'accompagnement par la Caisse des dépôts du raccordement d'un industriel à un réseau de chaleur fatal? Est-ce que, en fait, on demande des éclaircissements par rapport au projet que Benoît vous avait présenté. Où est situé ce projet plus précisément, si c'est possible de le divulguer? Alors, j'ai pas en tête l'avancement du projet et je peux pas le divulguer, mais on pourra échanger par mail là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vous dire un peu notre doctrine sur les réseaux de chaleur, je pourrais vous détailler ça par mail. Après, peut-être sur les friches. Alors, je participe quelquefois à des groupes de travail
d'experts. Moi, je ne suis pas du tout un expert sur les friches, mais en tout cas, il me semble qu'il y a des discussions qui existent sur la définition de la friche et qui sont pas forcément arrêtées. Mais en tout cas, enfin, voilà, si votre projet, vous anticipez déjà le départ d'un industriel et que le but c'est d'éviter justement que ce terrain ou que ce foncier devienne une friche, on peut regarder ce qu'on peut faire peut-être en ingénierie, mais en tout cas oui effectivement on peut essayer d'anticiper tout ça parce qu'on se rend compte que quelquefois les démarches réglementaires font que on se retrouve avec une friche qui n'est pas réallouée à l'activité pour des problèmes réglementaires et qu'il faut anticiper ça en amont. C'est pour ça que on essaye ce qu'on peut faire aussi en ingénierie, c'est de financement d'ingénierie, c'était de voir si il y a des blocages, que ce soit économiques, juridiques ou voire techniques, comment on peut les lever. Après, moi, peut-être une précision, c'est que généralement les études qu'on aide, c'est des études qui ne sont pas réglementaires. On ne prend pas en compte, en tout cas sur l'ingénierie, on ne prend pas en compte des études qui sont obligatoires réglementaires. Mais en tout cas, quelquefois, on s'est retrouvé avec des projets à l'arrêt parce qu'on n'avait pas trouvé le modus operandi juridique et il a fallu mener une étude et on a trouvé la solution, le portage juridique ou le montage juridique qui permettait de faire avancer le projet. Merci beaucoup, Benoît. Merci à France pour ces précisions. Comme vous le voyez, le volet industrie du plan France Relance aujourd'hui est multithématique. On a parlé d'aménagement, d'immobilier d'entreprise, de friches, mais aussi de transition énergétique, environnementale, de décarbonation des systèmes de production. Sans oublier, bien évidemment, l'aspect de la formation, de la montée en compétences, qui est un sujet majeur aujourd'hui de notre relance industrielle. Et pour enfin, il y a toute une réflexion aussi à mener autour de quel type de projet, quelle stratégie de filière on veut mener. Donc, j'espère qu'avec cette présentation, on a réussi à vous éclairer, en tout cas sur les grandes lignes. Bien évidemment, sur le concret, cela mériterait des discussions plus poussées. Donc, vous voyez à l'écran nos différentes coordonnées. Vous pouvez me contacter pour tout soutien en ce qui concerne de l'ingénierie. Moi, je ferai le relais au sein de nos équipes, bien évidemment, auprès des différents experts concernés en fonction de vos besoins et de vos projets. Et Benoît et France, côté Caisse des dépôts, sont aussi là à vos côtés, ainsi que les différents, bien évidemment, en direction régionale de la Banque des Territoires, pour répondre à toutes vos questions. Et aussi, avant de partir, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez retrouver ce webinaire, ainsi que les autres webinaires qu'on a déjà animés sur la question de France Relance sur le réseau 7. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Benoît et France, d'avoir participé et d'avoir apporté ces éclairages. Et n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Bonne journée à tous et bon appétit surtout. À très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.